Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Et justement, pour rester en bonne santé, il faut dormir suffisamment, mais surtout dormir profondément pour permettre à notre corps de récupérer et surtout de se réparer. Mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Votre sommeil, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Alors, je n'ai pas de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Nous dormons de moins en moins et surtout de moins en moins bien. En 50 ans, nous avons perdu 1h30 de sommeil, selon une étude INSERM. Ce qui veut dire que nous dormons aujourd'hui en moyenne 6h42. C'est la première fois que ce chiffre passe en dessous de la barre des 7 heures minimales quotidiennes qui sont recommandées pour une bonne récupération. Voilà, notre sommeil est en danger, il n'y a pas que notre planète, il est donc urgent de réagir parce que sans un bon sommeil, il est impossible d'être en bonne santé. Et non seulement nous allons vous le prouver sur un plan scientifique, mais surtout nous allons vous donner des solutions pour que vos nuits deviennent enfin plus belles que vos jours et si possible sans produits chimiques. Alors pour m'accompagner sur ce plateau, j'ai fait appel à deux expertes du sommeil, Dr Marie-Françoise Vecchirini, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes neuropsychiatre spécialiste du sommeil au Centre du sommeil et de la vigilance à l'Hôtel-Dieu à Paris. Et Christine Borne-Gautron, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en pharmacie, donc une collègue, et praticienne en santé fonctionnelle à Belfort. Merci en tout cas à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors pour débuter cette émission, je vous propose d'aller à la rencontre des Français. Quelle est leur relation avec le sommeil? Comment vivent-ils le manque de sommeil? Et quelles sont les solutions qu'ils ont déjà testées pour mieux dormir? C'est un sujet d'Hélène Laurenceau. Je dors très bien, sauf quand j'ai des petits soucis, soit d'ordre familial ou de santé. Je me couche très tard, quelquefois il est minuit passé et il faut que je lise. Je suis plutôt une couche tôt et une lève tôt, en fait. Voilà, donc je me couche en général entre 21h et 22h. Et le matin, c'est 7h30, 8h. Je fais de l'apnée du sommeil. Je peux dormir 6 heures comme 14 heures toute une journée. Ça ne changera rien, j'aurai l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Avec l'âge, on dort moins longtemps, mais je dors bien quand je dors, oui. Si on se met à penser, on ne dort pas. Entrecoupé, toutes les 2h30, 3h, en fonction de comment le petit a envie de téter ou pas. Sinon, en général, je suis de nature à pas dormir beaucoup, donc c'est naturel un petit peu toutes les 3-4 heures réveillée. Quand j'ai des choses qui tournent dans la tête, c'est plus compliqué de dormir. Sinon, il y a la lecture, mais bon, quand on lit jusqu'à 4h du matin... Moi, je suis une couche tôt, une lève tard, donc je dors beaucoup. et moi, je dors à peu près bien, donc j'arrive pas à dormir quand il y a de la lumière. Et sinon, j'essaye de toujours me coucher à la même heure et d'avoir un temps calme avant, donc lecture, boire un verre d'eau, une tisane ou quoi, et puis essayer de me coucher avec l'esprit libre et tranquille. Voilà, ce micro-trottoir aurait pu durer des heures. Nous, les Français, adorons parler de notre sommeil. C'est notre sujet favori, peut-être parce que nous sommes justement les champions du manque de sommeil. Vous dormez bien toutes les deux, ça va ? Ça va pas trop mal. Bon, heureusement, parce qu'en tant qu'experte du sommeil, ça aurait été un petit peu dommage. Alors déjà, bien dormir, ça veut dire quoi, docteur Vecchirini? Qu'est-ce que c'est un bon sommeil? Alors, un bon sommeil, c'est se réveiller, avoir un sommeil qui vient naturellement assez vite, qui n'est pas entrecoupé de trop nombreux éveils, et on se réveille avec une bonne qualité de la vigilance et on est rapidement en forme et on reste en forme toute la journée. D'accord. Donc un sommeil qui a été récupérateur. Alors rappelons que le sommeil se compose de 3 phases, sommeil profond, sommeil paradoxal, ça c'est quand on rêve, et le sommeil léger. Et pour avoir un sommeil réparateur, il faudrait que les phases de sommeil profond et paradoxal soient suffisamment longues, c'est bien ça. Il faut respecter l'enchaînement des cycles du sommeil. Donc, on s'endort, on fait du sommeil léger, puis du sommeil profond, qui effectivement est considéré comme étant réparateur, et puis du sommeil paradoxal.
Et le sommeil lent profond est surtout situé en première partie de nuit et les phases de sommeil paradoxal en fin de nuit, ce qui fait que si on se réveille à la fin d'une phase de sommeil paradoxal, on va se souvenir de l'activité mentale Donc de ses qui rêves. existait Voilà. entre des rêves. Mais si on ne rêve pas, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas eu de sommeil paradoxal? Absolument pas. D'accord. Si on ne rêve pas, c'est qu'on ne se souvient pas de cette Parce activité que, mentale. d'accord, ça a été un petit peu plus tôt Voilà. dans les cycles. Il y a des gens qui ne s'en souviennent jamais, d'autres gens qui s'en souviennent beaucoup, et on s'en souvient d'autant mieux qu'on y porte intérêt. D'accord. Mais comment expliquer qu'il y a des petits dormeurs qui, eux, ne seront pas fatigués la journée et d'autres qui ont besoin de dormir 9-10 heures par nuit? Alors, on sait par exemple que Napoléon, Winston Churchill étaient des petits dormeurs, Albert Einstein était un gros dormeur. Est-ce qu'il y a un gène du sommeil? Est-ce qu'il y a une réalité scientifique derrière ça? Alors, on connaît très mal la génétique du besoin de sommeil. Ouais. On a quelques gènes qui sont connus, mais en réalité, on connaît très mal comment est déterminé génétiquement ce besoin de sommeil, qui est également remanié au cours de la vie par les conditions extérieures et à une certaine plasticité, j'allais dire. D'accord. On peut schématiser en fait le sommeil par un enchaînement de wagons. En fait, c'est les cycles du sommeil. Et puis, un cycle, donc c'est plusieurs wagons. Et puis, une nuit, c'est plusieurs trains. Donc, on a une interindividualité. Chaque personne a des phases différentes de sommeil lent, de sommeil profond, de sommeil paradoxal. Et ça change au cours de la même nuit. Et ça peut changer en fonction des jours, en fonction de notre état. Bien sûr. Il y a une caractéristique de l'être humain, c'est le pourcentage de sommeil paradoxal. Quelle que soit la durée de votre sommeil, le pourcentage de sommeil paradoxal se situe autour de 20%. Et ça, c'est une donnée fixe pour l'être humain. Ça ne bouge pas. D'accord. Après, ce qui peut bouger, c'est le Quelle sommeil que soit léger, la le durée, sommeil profond. c'est un pourcentage. Et si on a trop de sommeil léger, on va avoir un sommeil qui n'est pas assez récupérateur. Et on va voir d'ailleurs ce qui favorise plutôt le sommeil léger, ce qui va empêcher le sommeil profond. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Est-ce que Marcel Proust avait raison de se coucher tôt? Est-ce que les heures avant minuit sont plus récupératrices, comme le disait ma grand-mère aussi? Ou pas? Ou c'est une réalité physiologique? Votre interrogatoire, Oui, il y a deux personnes qui disent « je suis couche tôt, lève tôt ». C'est ce qu'on appelle le chronotype, qui est également important. Du coup, ça dépend de notre horloge que l'on a dans la tête, et qui est génétiquement programmée. Et il y a des gens, effectivement, qui sont de ce type-là. Je me couche tôt, je me lève tôt, et d'autres qui vont être plus couche tard, lève tard. Donc en fait, il faut respecter juste son chronotype et pas forcément pas parce que voilà, on va dormir, on va se coucher 2 heures avant minuit que ce sera plus récupérateur. Alors juste puisqu'on parle des biorhythmes, des chronotypes, en fait comment on peut savoir, voilà, si, enfin, il y a 3 chronotypes, c'est ça, il y a 3 chronotypes. Il y a un chronotype matinal avec c'est typiquement la personne qui se couche tôt, qui se lève tôt, qui va pas arriver à finir de regarder son film le soir, par contre qui va se lever sans difficulté le matin et qui va être plus efficace que le matin. C'est pourquoi? C'est parce que son pic de mélatonine est assez tôt. C'est parce que son pic de mélatonine est vers à peu près minuit, donc elle va avoir besoin de se coucher à peu près 2 heures avant. Ouais. Après, donc ça, c'est un chronotype un peu rigide, c'est-à-dire que si vous vous couchez après minuit, là, le lendemain, vous allez c'est très compliqué le lendemain. Un peu à la ramasse. D'accord. Ensuite, il y a le chronotype idéal qui est un chronotype intermédiaire avec un pic vers à peu près 2 heures du matin. Ouais. Et puis, il y a le chronotype vespéral. Donc, c'est plutôt la personne qui va se coucher tard, qui va se lever tard, qui va être le dernier à se coucher en soirée. Par contre, quand on va lui demander de se lever tôt le matin, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais comment savoir de quel chronotype on est, si on est vespéral, il faut s'écouter, il faut matinal, reconnaître les signes que donne l'organisme. Ouais. Donc, quand on a envie, quand on se sent fatigué, quand on a les paupières qui tombent, quand on bâille, quand on a envie d'aller se coucher, il faut y aller. Il faut prendre le premier train, il faut aller dormir. Il y a des tests pour déterminer le chronotype. On a des tests. Et puis, en complément de ce que vous avez dit, il y a aussi le chronotype qui varie au cours de la vie. C'est-à-dire que quand on parle des adolescents, ils ont physiologiquement un chronotype qui s'est mis en retard. Et plus on vieillit, plus le chronotype tend à être en avance. Je le vois bien avec les adolescents, oui. Donc, un vrai problème de chronotype. Voilà, qui en complément de ce qu'a dit Madame. D'accord. Mais le problème de l'adolescent, c'est
peut-être lié à un problème d'usage d'appareils connectés ou Non. alors c'est vraiment lié à... C'est lié à la l'adolescence. physiologie et au retard de phase. D'accord, donc c'est normal. Si mon ado se couche jamais avant minuit, oui, c'est normal. Il y a des établissements scolaires aux États-Unis qui ont retardé l'heure d'entrée. Mais oui, ils commencent beaucoup trop tôt, je suis bien d'accord avec vous. Voilà un message important à faire passer. Donc, mais ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'ils majeurent ce retard physiologique par leurs attitudes et leurs habitudes de vie. Alors justement, parlons de toutes ces causes qui peuvent altérer la qualité du sommeil. C'est pas toujours facile d'évaluer soi-même la qualité de son sommeil. On peut par exemple avoir l'impression d'avoir mal dormi et être en pleine forme la journée, et au contraire, on se réveille, on dit j'ai fait une bonne nuit, et on se traîne un peu toute la journée. Quels sont les signes qui peuvent quand même nous mettre sur la voie d'un sommeil de mauvaise qualité? Voilà, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui peut nous faire dire que finalement on n'a pas eu un sommeil suffisamment récupérateur? Quand on se sent fatigué le matin, déjà, je crois que quand on se sent fatigué au lever le matin, c'est vraiment un signe que le sommeil n'a pas été récupérateur. Et après, ça peut passer... Le besoin de faire une sieste en début d'après-midi, ça aussi, ça peut vouloir dire que... Voilà, mais ça peut passer par des troubles de l'humeur, par des troubles de la mémoire, par l'envie d'aller dormir, de faire la sieste. Et quelles sont les conséquences à long terme d'un mauvais sommeil? Alors, les conséquences, causes et conséquences, car je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est, comme on dit dans notre jargon, bidirectionnel. C'est-à-dire, alors, 2 personnes ont pointé des causes et des conséquences. C'est le stress, les conditions de vie, l'anxiété, les grandes causes qui perturbent le sommeil et qui elles-mêmes vont plutôt aggraver ces troubles qui sont de nature psychologique ou plus profondément psychiatrique. Ça, c'est une grande catégorie. Et puis, il y a des pathologies, bien sûr. Des pathologies qui entraînent un mauvais sommeil et la notion de sommeil. Justement, en parlant de pathologie, si votre partenaire vous dit que vous ronflez beaucoup, qu'il a l'impression que vous faites des sortes de pauses respiratoires pendant la nuit et que vous êtes vous-même très fatigué pendant la journée, il faudrait peut-être rechercher une apnée du sommeil grâce à un examen qui peut être réalisé dans des instituts spécialisés comme le vôtre, mais également à la maison. Regardez, c'est un reportage de Pierre Emco. Évidemment, demain matin, vous enlevez tout. Oui. Le syndrome d'apnée du sommeil, c'est un syndrome qui est une obstruction mécanique au niveau du bas larynx et qui entraîne des pauses respiratoires la nuit. Et ce syndrome touche quand même entre 3 et 4 millions de personnes en France. Pour diagnostiquer et évaluer l'intensité de cette apnée du sommeil, on fait ce qu'on appelle une polygraphie respiratoire. On pose un appareil qui va consister à étudier les mouvements respiratoires du thorax et de l'abdomen en mettant deux élastiques autour du thorax et autour de l'abdomen, en mettant une petite canule intranasale pour étudier évidemment le flux respiratoire, et un petit bracelet connecté qui va mesurer la saturation en oxygène, qui va mesurer la fréquence cardiaque. Le patient va porter ça la nuit, il va tout enlever le lendemain, il va revenir, et là, s'il y a apnée du sommeil, ça peut être un traitement au laser, parfois les lunettes sont un peu trop longues, donc c'est le moins fréquent. D'autres fois, ce sont des orthèses d'avancée mandibulaire, ce sont des gouttières qu'on met sur la mâchoire inférieure et qui permet d'avancer la mâchoire, de créer une espèce de prognatisme et d'ouvrir le larynx. Mais le plus souvent, ça s'appelle une PPC, c'est un appareil à pression positive qui va la nuit insuffler de l'air à pression pulsée pour lutter contre l'obstruction. Voilà, l'apnée du sommeil, c'est quand même 5% de la population. Ses principales causes, surtout, on va dire, obésité. Oui, c'est lié à l'obésité. Il y a beaucoup de causes à l'apnée du sommeil. Il y a des maladies métaboliques qui favorisent l'apnée du sommeil, comme le diabète. Et l'apnée du sommeil elle-même peut entraîner le diabète. Voilà. Donc, les conséquences les plus connues, c'est les conséquences cardiovasculaires. Parce que quand vous arrêtez de respirer à un moment, quand vous ne mourrez pas, vous reprenez votre respiration et à chaque fois, vous avez une activation du système sympathique qui fait que vous avez une petite élévation de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque. Et quand ça se répète 40 fois, mettons, par heure,
de sommeil, ça crée à long terme une dysfonction autonomique et une hypertension artérielle, entre autres conséquences. Et aussi, ça favorise les conséquences plus graves, athéromatose, notamment on a des preuves que l'apnée du sommeil peut être en lien avec des infarctus du myocarde, par exemple. Voilà, et des maladies aussi neurodégénératives. Mais ça, c'est les conséquences, j'ai envie de dire, globales d'un manque de sommeil sur du long terme, hein, qu'on fasse des apnées du sommeil ou pas. Oui, ça, c'est un manque de sommeil à long terme, parce qu'au cours du sommeil, le sommeil a aussi une fonction d'épuration de certaines protéines qui sont formées au cours de la journée avec le travail, et ces protéines sont en partie éliminées au cours de la nuit. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent nuire à notre sommeil, en dehors de l'apnée du sommeil? Je pense qu'il faut rechercher aussi des problèmes de diabète, d'insulinorésistance. Ça peut évoquer en fait des problèmes d'apnée. Et après, il y a le stress. Alors, parlons du stress, hein, qui est quand même le premier facteur d'un mauvais sommeil. Sur un plan physiologique, qu'est-ce qui se passe? Par quel mécanisme le stress va perturber notre sommeil? Il y a plusieurs hormones du stress. Hein. Il y a le stress aigu qui est géré par l'adrénaline et il y a le stress plus chronique qui est géré par le cortisol. Il faut savoir que le stress a un impact sur notre sommeil parce que la courbe de cortisol est en opposition de phase avec la courbe de mélatonine. Ça veut dire que quand le cortisol augmente, quand le stress augmente, la mélatonine diminue. Voilà, et la mélatonine, on ne l'a pas dit, mais c'est l'hormone qui favorise le sommeil, bien sûr. Ouais. Donc ça veut dire que plus on est stressé, et moins on dort bien. Alors justement, le problème c'est qu'en France, quand on dort mal parce qu'on est d'une nature plutôt stressée, le premier réflexe c'est de se tourner vers la chimie, en particulier vers les hypnotiques, les somnifères hein, ou les anxiolytiques. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Je m'adresse à la pharmacienne. Alors des délivrances d'hypnotiques et de somnifères, on en fait beaucoup, hein, on en fait tous les jours. En France, 10 millions de Français sous somnifères. On est le 3e pays européen le plus gros consommateur d'hypnotiques et 2e pour les anxiolytiques. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ça peut être une solution à court terme pour passer un cap, mais à long terme, il y a des conséquences et des effets secondaires qui ne sont pas négligeables. Donc, comme par exemple une dépendance qui peut se créer. Des troubles de mémorisation, ça c'est des choses qui sont connues avec les benzodiazépines. Donc et puis une augmentation aussi du risque des maladies neurodégénératives dont on parlait tout à l'heure, Alzheimer, etc. Et les conséquences sont d'autant plus néfastes que vous êtes âgé. Donc effectivement, comme vous le disiez, un traitement médicamenteux ne sert dans l'insomnie qu'à passer un cap. Et ensuite, c'est une béquille pour un moment donné si le médecin et le patient sont d'accord pour ce traitement et le juge nécessaire. D'accord. C'est pourquoi d'ailleurs ces médicaments, de toute façon, ont l'autorisation de mise sur le marché, mais pour 4 semaines. Et en général, on dépasse beaucoup plus la durée de prescription. C'est pour ça que c'est très important. Ouais. Quand vous faites une première prescription, il faut ensuite déjà mettre en route une stratégie d'arrêt du médicament. Alors justement, lutter contre le stress, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire si on veut recourir à des solutions plus naturelles? Il y a des solutions très très naturelles, notamment la cohérence cardiaque. Ouais. Ça, c'est pour lutter contre le stress. Pour lutter contre le stress, c'est une technique de respiration en fait qui est basée sur la variabilité cardiaque. Donc c'est la capacité du cœur. On bloque. Voilà, on expire, à accélérer ou à freiner en fonction de l'environnement. Donc ça marche très bien. À faire quand on se réveille la nuit, moi je trouve que ça marche très très bien. En phytothérapie, qu'est-ce qu'on peut proposer? On a plein de plantes en phytothérapie. On a la mélisse, l'escolzia, la valériane, l'aubépine, soit en tisane, soit en complément alimentaire. Micronutrition, magnésium bien sûr. Alors le magnésium, c'est l'allié indispensable pour un sommeil harmonieux. Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il va servir à synthétiser nos neurotransmetteurs, donc les hormones de notre cerveau. Et d'autre part parce que c'est un régulateur du stress, donc il va permettre de se détendre. Donc on peut en prendre c'est 300 mg minimum. Le magnésium, on peut en prendre toute l'année et tout le monde peut en prendre en fonction de son âge et de son poids. Et plutôt sous forme bisglycinate,
Plutôt, il y a différentes qualités de magnésium. Sont mieux tolérés avec de la vitamine B6 ou de la taurine éventuellement. Un petit peu de taurine, voilà, pour améliorer la fixation du magnésium dans la cellule, oui, tout à fait. Quid de la mélatonine qu'on trouve en vente libre? On peut il y en a plusieurs formes de mélatonine. Il y a la libération immédiate, la libération prolongée. La mélatonine, on peut en prendre sans risque, mais on ne connaît pas en fait ses effets au long cours. D'accord, donc c'est comme ça. La mélatonine, c'est une hormone endogène, donc on la fabrique. Oui. Et c'est essentiellement un chronobiotique. C'est-à-dire qu'en pratique clinique, dans notre expérience, on utilise la mélatonine essentiellement chez des gens qui sont justement en retard de phase. Et ça, donc c'est pour recadrer des phases. Et ça, c'est un aspect. En décalage horaire ou quoi que ce soit. L'autre aspect est qu'on a montré que les sujets âgés sécrétaient moins de mélatonine spontanément. Donc, on a pensé qu'en leur donnant de la mélatonine, on suppléait ce manque. Et ça, c'est la mélatonine à longue durée d'action. Parce que sa cinétique est semblable à la libération physiologique endogène de la mélatonine. Bon, mais la bonne idée, ce serait évidemment de booster naturellement la production de mélatonine, ce qui veut dire s'exposer à la lumière du jour, surtout le matin, dormir dans le noir et éviter les écrans avant de se coucher. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter les conseils et les mises en garde du docteur Rachel Debs, spécialiste du sommeil au CHU Purpan à Toulouse. C'est un sujet de Sarah Thuonnet. Nous dormons de moins en moins. Les médecins nous alertent en cette journée nationale du sommeil. À cette occasion, le CHU de Purpan nous a accueillis au sein de son unité du sommeil. Elle compte 300 rendez-vous par mois ici à Toulouse. Les médecins reçoivent des patients de 1 mois à 90 ans et analysent leur sommeil pendant près de 24 heures grâce à des capteurs. La moyenne est passée en dessous de la barre des 7 heures. Une des principales causes, l'utilisation du portable avant de dormir qui dégage une lumière bleue. Votre rétine, donc vos yeux, tant qu'elle perçoit de la lumière, va bloquer la libération de mélatonine au niveau du cerveau. Et donc, si vous laissez l'écran juste avant le moment d'éteindre la lumière, ça ne va pas fonctionner. Votre cerveau comprend qu'on est encore en pleine journée. Et du coup, empêche la libération de mélatonine. Si vous rajoutez en plus l'attrait d'Internet, le côté addictif de tout ça, il va encore moins s'endormir le soir. Conséquences sur notre santé, stress, burn-out et même, dans les cas les plus extrêmes, développement de certains cancers. Cette spécialiste du sommeil préconise d'arrêter toute activité avec les écrans 2 heures avant de dormir et de consacrer ses soirées à des temps plus calmes. Voilà, arrêter les écrans au moins 2 heures avant, bon, c'est un petit peu utopique, hein. Je ne suis pas sûre qu'on y arrive tous, surtout nos ados. Quelles sont les autres règles à respecter en termes d'hygiène de vie pour un bon sommeil alors ? Alors l'Institut du sommeil et de la vigilance a fait avec MGEN une grande enquête le 17 mars dernier sur le sommeil et a établi une dizaine de règles qui paraissaient les plus importantes. Alors justement, pour conclure cette émission, une en tous les cas, c'est se coucher et se lever à heure régulière et fixe. Ça, c'est le chronotype, en fait, qu'on retrouve de tout à l'heure. D'accord. Même le week-end, même si on s'est couché tard, on essaye de se lever Absolument. Pas trop tard. D'accord. Voilà, ça, c'est déjà une grande règle. Okay. La deuxième, c'est de s'exposer à la lumière le jour. C'est très important. Faire un peu d'activité physique pour qu'il y ait un bon contraste veille-sommeil. Mais pas trop tard le soir, on est d'accord. Et le soir, c'est l'inverse. Ouais. Il faut arrêter le sport vers quelle heure? Voilà, d'où les écrans. Oui, mais il faut arrêter le sport. On ne fait pas de sport après 20 heures et puis on ne s'expose pas exagérément à la lumière après 20 heures aussi. Voilà, c'est surtout la lumière des écrans. Après, il y a des lunettes, des filtres, astuces. Mais est-ce que leur efficacité a été vraiment prouvée? Ça reste à voir. Autre conseil qu'on pourrait donner? L'alimentation. L'alimentation, pas manger trop protéiné le soir. Ouais. Manger plutôt léger le soir et puis éviter les excitants. Donc les excitants, ça peut être des boissons excitantes comme le coca, le café, le thé, mais aussi l'alcool. Et il faut se préparer au sommeil.
Donc un rituel. Plus on a de difficultés à dormir, plus couper avec la veille par ce qu'on a dit déjà, et même un peu de relaxation, de cohérence cardiaque, tout ce qui ou lire un bon prédispose, bouquin, tout simplement, ça voilà, marche très bien. Chacun doit trouver. Pas sur l'iPhone. On doit avoir une chambre idéale. Et la chambre idéale, c'est pas de lumière, pas de bruit, température importante. 18 degrés, pas plus. Pas plus, puisqu'il y a un lien très fort entre la température et le sommeil. Donc, un bon matelas. Et puis peut-être... un bon matelas, une bonne literie et un partenaire qui ne ronfle pas, parce que voilà, parce qu'il aura dépisté son apnée du sommeil et qu'il aura subi un traitement et madame pourra dormir, mais il y a aussi des femmes qui ronflent. Et la sieste, juste pour terminer? La sieste, elle peut être récupératrice d'un manque de sommeil dans la journée ou c'est... au cours du rythme qui fait qu'on est moins éveillé en début d'après-midi, et elle doit être courte, 20 minutes, et elle peut être... Plutôt du sommeil léger, donc on peut garder... Oui, en 20 minutes, on ne fait pas de sommeil lent profond. D'accord, donc on se réveille 20 minutes bien. Et avant 16 heures, si on veut espérer dormir le soir. Assez tôt et pas trop long. Merci mesdames, c'était passionnant, on aurait pu en parler encore pendant des heures. Mais bon, malheureusement, nous sommes tenus par le temps. Les 3 points clés à retenir de cette émission. En 50 ans, nous avons quand même perdu 1h30 de sommeil. Le stress reste l'ennemi numéro 1 du sommeil. Donc voilà, on vous a donné quelques solutions pratiques pour lutter contre le stress et donc mieux dormir. Et on arrête les écrans au moins 2 heures avant le coucher, ce qui n'est pas forcément facile à faire pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à notre émission. Merci à Stéphane Brachet, le rédacteur en chef de cette émission, à Christina Mouton, à Margot Miller de m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.